Alors, je suis heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour un événement tel que celui-ci, la publication d'un livre dont le sujet me tient à cœur, ça doit être votre cas aussi. Parce qu'en effet, je suis ravi de constater que tous les événements qui concernent le patrimoine culturel immatériel continuent à susciter beaucoup d'intérêt. Alors, comme je le dis souvent, Fos est riche de son folklore, de ses traditions, de ses coutumes. Et cette richesse, partager cette richesse, en tout cas avec des lecteurs d'ailleurs, c'est une excellente initiative. À ma connaissance, un livre sur ce sujet, c'est une première. Et je pense qu'il mérite une reconnaissance hors de notre cité. Toutefois, même pour nous, Fossois, ce livre a un réel intérêt. Parce que même si le folklore est régulièrement associé à une transmission orale, je pense qu'il est important d'avoir un écrit pour pouvoir se souvenir des origines, des anecdotes, du pourquoi, du comment de ces marcheurs si particuliers. En tant que président du syndicat d'initiative, je suis fier de notre contribution à la parution de cet ouvrage, puisque c'est une des missions de regard, collecter, conserver, partager les informations concernant notre patrimoine culturel. Et ce serait formidable que ce livre puisse être le premier d'une collection complète qui s'apparenterait presque à une encyclopédie, avec tout ce que ça entraîne comme recherche scientifique et analyse. Je suis également content de l'apparition de ce livre, car ceux ici qui me connaissent savent que j'aime bien participer à toutes nos réjouissances, et j'ai l'honneur de faire partie de cette compagnie de marcheurs fous, en tout cas des marcheurs un peu différents de ce qu'on voit habituellement. Et d'un point de vue beaucoup plus personnel, il y a un bon mois, un père était fier des résultats de son fils, et aujourd'hui c'est un fils qui est fier du résultat de son papa. Donc, je vais laisser la parole à Luc Beaufailly, qui est un personnage atypique, autant que ne pourrait l'être un Tcho-Tcho. Et avant ça, je vais convier Pierre-Jean à s'essayer aussi à l'art du discours. Merci Gilles, merci au syndicat d'initiative de me permettre de présenter cette soirée. Personnellement aussi, les Tcho-Tcho me tiennent à cœur, comme vous le savez sans doute. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre-Jean Andersmissen. Je travaille à l'administration communale de Fos-la-Ville, et plus précisément au service développement local. Et au service du développement local, eh bien, on s'occupe du cadre de vie. Et à Fos, qui dit cadre de vie, des PCI, patrimoine culturel immatériel, appelé plus communément le patrimoine vivant. Et les Tcho-Tchos et marcheurs fous font partie intégrante de ce patrimoine vivant fossois. Et ce soir, on me demande de présenter une présentation. Ça ne s'invente pas. C'est les petits Tcho-Tchos piano. Ils voient tout en rose. Ils sont garnis de bleu. Mort bleu, c'est toujours la même chose. Non est-ce-t-on un grenadier, ni zouave, ni lancier. Non est-ce-t-on un chasseur, congolais ou voltigeur. C'est colvré. Mais ah donc, sommes-nous si peu de choses? Pourtant les Tcho-Tchos les valent nu bain, ton mes hommes. Nos Djous, c'est le mercredi, n'est n'importe liqué. L'Issia del Saint-Fouillin. Ah, nos bon vie Saint-Fouillin. Pardon. Qu'il y a un bain châtie bain. C'est les petits Tcho-Tchos piano. Ils voient tout en rose. Luc Beaufailly, du PCI, ce virtuose, va nous le dire, je suppose. C'est toujours la même chose. Vraiment? J'arrête déjà ici ma prose, qui ne fait guère avancer les choses, au risque d'être morose, puisque si nous sommes en pause, c'est pour écouter notre hôte, et que peut-être il nous ôte toute idée drôle sur cette petite chose un peu folle que sont les petits Tcho-Tchos piano,
qui voient tout en rose et sont garnis de bleu, morbleu, c'est toujours la même chose? Merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Je pense que vous avez remarqué, le premier qui causait c'était mon fils, le deuxième c'est quasi un fils adoptif, ils ont la même veste. J'essaye de me distinguer. Bonjour à tous, un grand merci d'être venus en effet si nombreux. J'essaie aujourd'hui de vous présenter un livre tout en sachant qu'on m'a demandé de ne pas dévoiler son contenu. C'est quand même un peu difficile et je sens que si je ne dis rien sur le contenu du livre, vous allez peut-être m'entendre à la sortie, donc je vais quand même aller au-delà de cette interdiction et vous dire quelques mots sur ce livre. En fait, il y a plus qu'un livre, il y a 2 tomes, et dans ces 2 tomes, le premier, c'est quelque chose, pour reprendre les mots de mon épouse, qui se lit assez facilement, dit-elle. Je ne vous dirai pas comment elle a dit, ça se lisait pour le deuxième volume, parce que je ne veux pas être grossier ici, disons que la lecture est un peu plus ardue. En fait, le deuxième tome, ça sert à y mettre à peu près tout ce qui est source, tout ce qui est information, tout ce qui est éléments qui ont été utilisés dans le premier volume pour rendre une lecture, j'espère en effet, elle n'est pas tendre avec moi, mais si elle dit que c'était une lecture facile, je la crois volontiers. Le titre, c'est évidemment Les Chochos, ça s'adresse aux Chochos, avec un sous-titre qui peut peut-être interpeller certains, Marcheurs fous sortis du 19e siècle. Marcheurs, oui, parce que quelque part, ils marchent, c'est pas tout à fait comme les autres marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ils escortent pas une procession, il n'y a pas un saint quelque part. Donc, c'est pas tout à fait des marcheurs, même si il y a des officiers, on tiraille, donc il y a certains éléments marcheurs, mais sans être tout à fait ça. Et ils sortent le mercredi, tous les 7 ans, le mercredi, après le Tour Saint-Feuillin, qui, lui, est une vraie procession. Alors, ils sont fous, tous ceux qui ont déjà vu les Chochos de près, quand ils sortent, ils peuvent être d'accord avec moi, il y a quand même un train de folie dans ce groupe-là. Mais la folie gaie, la folie heureuse, la folie qui rend, finalement, les choses faciles, gaies. Je veux aussi, avec le mot fou, mettre une autre connotation qui est celle du carnaval des fous, carnaval qui existait entre l'an 1000 et l'an 1400, 1500. Carnaval des fous, c'est la parfaite transposition des rôles. On prenait un moignon à qui on faisait jouer le rôle de l'évêque, et l'évêque, on le prenait, on l'asseyait sur le baudet, si possible, à l'envers, et on trimballait l'évêque à travers la ville. On avait une inversion complète des rôles. On se moquait des institutions, de l'évêque en particulier, mais des institutions. Et bien ici aussi, cette compagnie de Chocho, vous allez le voir, elle se moque un peu d'elle-même, elle se moque de Saint-Feuillin, elle se moque de nous, François. Sortie du 19e siècle, bien simplement, parce que la compagnie, comme je vais vous le montrer, naît soit en 1879, soit en 1886. Donc à la fin du 19e siècle. Pour faire cet exposé, je vais faire plusieurs points. Le premier, ça va être de vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Le deuxième, c'est de vous parler des sources qui ont été utilisées pour établir ce contenu. Je vais quand même vous parler du contenu en vous disant quelle est la structure et vous mettre un peu de viande sur ce squelette de structure. Et puis quand même, bon, les Chochos, c'est quand même des, comme on dit en wallon, des amusettes. Des gens qui savent prendre du plaisir, donc je ne pourrais pas terminer sans vous raconter au moins une anecdote concernant les Chochos. Et si vous avez des questions, j'aurai le plaisir d'essayer de vous répondre. Pourquoi écrire ce livre? Eh bien, tout simplement parce que j'aime les Chochos. C'est la première et principale raison. Si je ne peux plus faire qu'une chose dans le folklore, et j'ai diverses activités pour ceux qui me connaissent, si je ne peux plus faire qu'une chose, c'est Chocho. J'espère qu'il y aura bien dans cette assemblée quelqu'un qui voudra bien pousser ma chaise roulante pour me faire faire un tour de Chocho. Merci Richard. Il faudra peut-être prendre un tandem parce qu'on sera peut-être deux. Donc, mon amour pour les Chochos est sans doute une des premières raisons pour écrire ce livre. Et plus sérieux, Alex de Tocqueville dit quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres.
et d'un impact certainement beaucoup plus dramatique et beaucoup plus profond. François Mitterrand et Elie Wiesel écrivaient que penser aux morts, c'est assurer la survie des gens qu'on a aimés, en attendant que les autres le fassent pour vous. Et c'est un devoir de mémoire. Mais je pense qu'avec ce livre, c'est aussi un devoir de mémoire, c'est se rappeler les gens, même si on ne les a pas connus, mais c'est se rappeler les gens qui ont créé la compagnie, qui l'ont fait vivre au cours des ans. C'est ce devoir-là, me semble-t-il, qu'il faut assurer. Alors, on l'a dit, les tchotchos, c'est dans le patrimoine culturel immatériel. Entre nous, folklore, vraiment c'est patrimoine vivant, patrimoine culturel immatériel, il est là, Pierre-Jean, ça va, je vois s'il me surveille ou pas. Les chinelles, avec ce qui est convenu d'appeler le premier chinelle pour cette photographie, bon, pour ceux qui me connaissent, je vais quand même mettre tableau et tout doux, on ne va pas les filmer. Il y a Saint-Feuillin, on va c'est une des premières photos en 1993. Il y a les Limoges. C'est les trois grands piliers du patrimoine culturel immatériel à Fos. J'y ajouterai quand même les tchotchos, même si on peut plus ou moins les lier à la Saint-Feuillin. Ça fait partie du socle du patrimoine fossois. La photo des tchotchos, elle date de 1921-1928. Ça reste à préciser. Donc écrire ce livre, c'est participer à la défense et à la promotion du patrimoine culturel immatériel fossois. C'était un des buts suivis. On a déjà écrit des choses sur le PCI. Françoise Lentreux, publié en 2019, de Tradition en création, dans lequel elle fait un peu le tour de tous les éléments du patrimoine fossois. Les chinelles, en 1956, Joseph Michel écrit un livre spécifiquement dédié aux chinelles. C'est le seul à ma connaissance. On aura le même Joseph Michel qui va écrire aussi en 1956 un livre sur la Saint-Feuillin, sur le tour Saint-Feuillin. Et puis il y aura ce que j'appellerai la Bible de la Saint-Feuillin, écrit par Maurice Chapelle et Roger Angot. Il y aura spécifiquement pour les Congolais, en ayant quelques éléments des Congolais ici, je n'oserais pas faire un poste sur ça. Il y a quand même un livre qui a été écrit sur les Congolais à l'occasion de leur anniversaire. Les tchotchos, il n'y a rien. Il n'y a rien jusqu'ici. C'est quand même dommage parce que, je suis désolé, mais les tchotchos, c'est quand même le plus beau groupe. C'est quand même dommage d'avoir quelque chose. Alors, on a aussi les Limoges HD. J'espère qu'un jour, quelqu'un va s'attaquer aux Limoges et va écrire quelque chose. Donc, écrire un livre sur les tchotchos, c'est combler le manque, combler le trou que l'on a aujourd'hui avec l'absence de livres sur les tchotchos. Qu'est-ce qu'il y a dans la littérature au sujet des tchotchos? Il n'y a pas grand-chose. L'historien des marches, Joseph Roland, va écrire en 1951 un paragraphe sur les tchotchos. René Asquin et Serge Mayence, dans un livre de 1966, va écrire un paragraphe sur 104 pages sur les tchotchos. Joseph Noël, je viens d'en parler, dans son livre sur le tour Saint-Feuillin, va consacrer 2 pages et demie sur 94 pages de livre. 3%, c'est pas grand-chose. Maurice Chapelle et Roger Angot, je viens d'en parler, consacrent eux un peu plus. 6 pages, mais sur un bouquin qui fait de l'ordre de 300 pages. Donc on n'a pas grand-chose. La bibliothèque, elle est vide. Elle est extrêmement limitée dans ce qu'on a comme source. Donc, écrire quelque chose sur les tchotchos, c'est aussi compenser et combler ce vide. Alors, on est parfois, face à ce vide, amené à faire des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Par exemple, en 1994, on va fêter le centenaire de la musique des tchotchos. On dira même parfois le centenaire de la société des tchotchos. Bon, il faut quand même se rappeler que celui qui compose la musique, c'est Clément Patrice, il décède le 2 décembre 1944, sauf à l'avoir écrite la veille de sa mort, et c'est vrai qu'apparemment il est mort de façon inopinée, mais il a probablement écrit ça quelques années avant. Donc, quand on dit qu'on fête son centenaire, donc on sait le centenaire du décès du compositeur. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup, comme disait l'autre, il faut bien nommer les choses pour ne pas se tromper. Et donc, la question qu'il y a, c'est quand sont-ils nés?
essayer de résoudre cette question et essayer d'étudier le sujet pour répondre à cette question. Alors, évidemment, si on parle de naissance, on va parler des origines. Les origines, j'ai beaucoup entendu ce que j'appelle la théorie du commerçant empêché. Saint-Feuillin, le tour Saint-Feuillin, ça se fait un dimanche. Et pour ça, il y a besoin de cafetier, de cabaretier, d'hôtelier, de garçons de café, de fonctionnaires du chemin de fer, parce qu'il y a des pèlerins qui vont arriver, il y a des policiers pour maintenir l'ordre. Donc il y a un tas de gens qui, le jour de la Saint-Feuillin, ne savent pas marcher parce qu'ils ont du boulot. Et oui, on bosse aussi pendant le jour de la Saint-Feuillin. Et selon cette théorie du commerçant empêché, eh bien, ces gens-là, comme ils ne savaient pas s'amuser le dimanche, ils ont dit, le mercredi, c'est le premier jour où on peut s'amuser, on va sortir. Alors c'est sympa, hein, cette théorie, elle est lisse, elle est jolie, elle a plein de beaux côtés. Il y a juste un petit défaut que je lui trouve, c'est que rien ne prouve que ça soit vrai. Jusqu'ici, il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Et on n'a rien comme évidence. On a juste une profession de foi. Et moi, j'aime bien, formation scientifique, j'aime bien qu'on démontre que 1 plus 1, ça fait 2 et pas 2 et demi. Il y a une autre théorie qui voudrait que ce ne soit pas ceux qui ne peuvent pas marcher, mais que ce soit ceux qui ne veulent pas marcher qui deviennent chocho. On peut aussi imaginer qu'il y a un peu des deux. Ce n'est pas impossible. Alors, ça me semble intéressant de se demander quelle est l'origine de ces choses. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on a deux théories comme ça, si on n'a pas la bonne réponse, on risque de se fourvoyer quelque part. Et je vais vous donner quelques exemples, et je ne critique pas ceux qui sont à l'origine de ces exemples, ils le font de bonne foi. Si on suit la théorie des commerçants empêchés, quand on fait un drapeau, on pourrait se dire, ouf, l'image représentative de force, c'est sa collégiale. Et donc, mettons la collégiale sur ce drapeau. Oui, mais on viendra avec moi que la collégiale, ça a quand même une petite connotation cléricale, et donc choisir ça, c'est prendre un chemin, c'est faire un choix. Quand le drapeau est fait, on pourrait dire, ça a été dit, bon, on va bénir ce drapeau. On viendrait avec moi que prendre cette option, c'est prendre une option cléricale. On pourrait dire, et ça c'est dit, on marche en l'honneur de Saint-Feuillin. L'honneur de Saint-Feuillin, c'est peut-être aussi prendre une option cléricale. Et on peut aussi, quand on remet, après les travaux de restauration, le coq au sommet de la collégiale, on pourrait dire qu'on va aller honorer. C'est une option qui est tout à fait louable et qui se base sur une théorie. Le tout est de savoir si cette théorie est vraie ou pas. Parce que si ce sont les anticléricaux qui sont à la base des chochos, c'est pas en l'honneur de Saint-Feuillin, c'est à l'occasion de Saint-Feuillin qu'on va marcher. Alors il va me dire, c'est des détails, on s'en fout. Aujourd'hui, oui, on s'en fout, il n'y a plus de problème. C'est peut-être un détail pour vous, comment ça veut dire vous. Et c'est important de savoir quelle tradition suivre. Et donc, pour ça, il faut connaître l'origine. D'où viennent-ils? Alors, Elie, on va raconter beaucoup de choses. On, comme on dit en wallon, hein, on a vite fait de leur faire dire beaucoup de choses. Parce que on, c'est les pièces. On n'a pas grand-chose. On n'a que quelques dates. On peut quand même essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ces quelques dates. Mais la première, je vous en ai déjà parlé, c'est le décès de Clément Patrice en 1894. C'est la chanson des chochos qui intervient. Alors il y a quand même un élément. On oublie parfois que les chansons dans le folklore, ça nous dit des choses. On est en un congolais. Quelle est la chanson? Or, les Congolais, ils sont créés en 1879. Et ils prennent le nom de Congolais en 1886. Merci Roger Argos, c'est écrit dans le livre sur les Congolais. Donc ça nous dirait que les Congolais, qui sont nés entre 1879 ou plus probablement 1886, d'un côté, et à l'autre bout de l'échelle, en 1894. On a quand même déjà là, rien qu'avec peu d'éléments, on a déjà refermé la fenêtre sur la date de naissance des chochos. La date suivante que l'on trouve, c'est en 1909. Auguste Lurquin, il va écrire un dictionnaire wallon-français pour le wallon de Fos, et il va parler des chochos
en disant Chocho, c'est chaud, chaud, chaud boulette, comme on dirait aujourd'hui, c'est des impatients. Et il va noter à leur sujet, par ironie, Amphos, ce sont ceux qui s'arment et tirent encore le mercredi de la procession septennale de Saint-Félicien, quand les autres ont cessé ces démonstrations depuis la paix. Il ne nous dit pas grand-chose, Auguste Perrin. Il nous dit juste que malgré qu'ils ne sont cités nulle part dans les programmes, et encore pendant quelques septennales, eh bien, il nous dit juste qu'ils sortaient le mercredi de la Saint-Félicien, et qu'ils existaient donc, on savait déjà maintenant, mais en 1900. Et puis on n'a plus rien jusqu'en 1928. Alors en 1928, on a déjà presque, je dirais, presque fait un demi-siècle hein, depuis la naissance des Chocho. Un demi-siècle de silence assourdissant dans toutes les langues, en français, en wallon, pas un mot sur les Chocho, sauf le dictionnaire. Et en 1928, là, l'abbé Joseph Crépin, qui aime bien l'histoire, va reprendre la définition qui est dans le dictionnaire d'Auguste Perrin, pas un mot de plus. Il ne fait que citer, dans une revue religieuse, il ne fait que citer la définition du dictionnaire, rien d'autre. Il faudra attendre 1935 pour qu'enfin, on commence à parler des Chocho dans la presse. Et le premier journal qui va en parler, c'est la Nouvelle Gazette. Donc de bas de page, c'est un journal libéré. À partir de 1935, là, on va avoir des informations qui vont se multiplier au fur et à mesure. On n'aura pas 10 articles par an, il ne faut pas exagérer, mais on va quand même avoir pas mal d'articles au sujet des Chocho à partir de ce moment. Alors, l'espoir, c'est toujours de dire qu'il y a bien un PV qui traîne quelque part. Ils ont bien, le jour où ils ont fait constituer la société, ils ont bien écrit quelque chose pour dire moi, Alfred, avec Jules, on a décidé de constituer une petite mode. Bon, le problème, c'est que même jusqu'au début des années 2000, les PV des réunions des Chocho, ça se tenait sur des cartons, sur des sous-bocs. Et c'est quand même un matériau éminemment biodégradable, donc les PV, on n'en a pas. Et on peut oublier, on n'en aura jamais, sauf à partir du début des années 2000. Là, on commence à devenir une société sérieuse, monsieur, bien sous tout rapport, et on a des PV que les générations futures, sur notre trajet informatique, pourront consulter. Alors, pour essayer de voir un peu ce que c'est cette histoire des Chocho, d'où ils viennent, j'aime bien l'expression que Jean-Pierre Pomin a employée dans son article d'hier dans les Ravis. C'est presque une enquête d'un cold case, code, puisque ça fait un siècle et demi. Une autre façon de le dire, c'est on a un puzzle et on va essayer de trouver à construire ce puzzle. La première pièce du puzzle, c'est la presse. Alors je sais bien, on n'a rien, que je l'ai dit, avant 1935. Ceci étant dit, dans l'article de 1935, on parle de 1928 et on a quand même quelques informations sur ce qui se passait avant. Donc on commence à avoir des choses. Aujourd'hui, on a numérisé un tas de journaux nationaux ou régionaux, un journal de Charleroi, la Gazette de Charleroi, l'Ami du Peuple, Le Peuple, et tout ça est disponible à la Bibliothèque Royale, c'est numérisé chez soi, chez moi en l'occurrence, sur ordinateur, on trouve un tas de trucs, pas sur ce qu'il y avait en 1935, il n'y a rien, mais sur ce qu'il y a après, oui, et donc on a une somme d'informations. Il y a le Messager de Force. Le Messager de Force qui est un journal local. Le problème, c'est que le Messager de Force, il ne parle pas des Chocho. Il ne parle pas des Chocho avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, contrairement à ce que j'ai lu une fois, le Messager de Force, ce n'est pas un journal libéral. C'est un journal catholique. Il est créé en 1879, pendant les premières années, il va être assez neutre, enfin, il ne va rien dire de bien méchant. 5 ans après être créé, là, ça va devenir un journal militant. On n'est pas dans une presse d'information, on est dans une presse partisane, militant. D'ailleurs, le patron, le directeur, le deuxième, Crémaillen, qui sera l'autre, il est candidat sur le liste catholique. Donc c'est un journal catholique, et qui va devenir de plus en plus dur dans l'entre-deux-guerres. C'est un journal qui va être pas très loin du mouvement marxiste,
il ne se distanciera du mouvement rexiste que quand De Grelle se distanciera lui-même du mouvement catholique en 1936. Alors, c'est comme toujours, on a, nous, aujourd'hui, souvent l'image de ce qu'on voit, de ce que papa et maman racontent, éventuellement les grands-parents. Donc on a l'image, nous, du messager de force tel qu'il existait après la guerre, au moment où c'est Joseph Romain qui le reprend, qui le fait vivre. C'est une image tout à fait différente de ce qui existe avant la guerre. Donc, que le messager de force, qui parle sur le canton et sur la ville de Force, ne dise pas un mot sur les tchotchos, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est quand même surprenant. C'est une information, c'est parce qu'il n'a pas envie d'en parler. Donc voilà la première pièce du puzzle, c'est la presse. La deuxième pièce du puzzle, c'est ce qu'il y a dans la bibliographie. J'ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose, c'est vrai, il y a quand même tout un tas de livres qui sont écrits sur les marches. Alors, par exemple, dans Maurice Chapelle et Roger Argot, il y aura quand même des informations, surtout dans le manuscrit, et les éléments qu'ils ont supprimés du manuscrit pour faire la version publiée, les éléments intéressants sont dans ce qu'ils ont tiré. Par exemple, la marche féminine de 1935, elle passe à la trappe dans la version éditée. À un moment donné, on est poli, on est bien sur soi, on est comme il faut, bien éduqué, on retire les choses qui pourraient choquer quand on passe du manuscrit à la version éditée. Mais on a aussi d'autres informations. Il y a un livre, c'est dommage, qui est en rupture de stock, c'est le livre de Bertrand Thibault sur les marches, un livre très récent qui est probablement le meilleur livre sur les marches qui puisse exister. Il y a toute une série d'autres livres. Celui de Roger Grollard, chronique des marches passées, en particulier son tome 1 sur la fin du 19e, début du 20e, où lui, il n'a pas fait les archives comme je l'ai fait avec des recherches numériques. Il a été dans la poussière des greniers des journaux locaux, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'autres moyens. Il a été faire les archives de tous les journaux régionaux et locaux pour avoir les articles traitant des marches, et en particulier des articles traitant des conflits entre les marcheurs et le clergé. Ce qui permet d'avoir un peu une vue sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, évidemment, si on s'intéresse un peu aussi au contexte de la naissance des tchotchos, on va s'intéresser à ce qu'est leur politique, à ce qu'est l'ambiance. Elle va peut-être même remonter jusqu'à Joseph II. Donc, avoir toute une série de lectures sur ce sujet-là, ça fait partie également d'une autre partie des sources, c'est la bibliographie. Alors, il y a des témoignages sur ce qui se passe avant 1935. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de vivants pour nous raconter comment ça se passe. Donc, les témoignages oraux, je vais dire, c'est surtout pour les étapes ultérieures. Ceci étant dit, on a quand même des photographies. La plus vieille, 1921, 1928, peut-être que demain quelqu'un va sortir d'une vieille boîte à cigares, d'une vieille armoire, une photo qui date de 1895, s'il vous plaît, si ça arrive chez vous, faites-le moi savoir, je serai très heureux de la découvrir. Mais en tout cas, on a déjà des photographies qui nous parlent, qui nous racontent ce qu'était cette compagnie de Tchotchos. Et ça nous fait donc un élément supplémentaire du puzzle. Il y a le contexte sociopolitique, je viens d'en parler, qui est au niveau national, mais qui va se décliner également au niveau communal. Ça fait une pièce supplémentaire du puzzle. Alors, il n'y a rien dans les archives concernant la compagnie elle-même. Mais si on s'intéresse aux personnes, et on a une liste de noms dans l'article de 1935, on a une liste de noms des gens qui ont marché comme Tchotchos en 1935, en 1928. Et il y a même certains qui sont antérieurs à l'année 1900. On a donc des noms. Et parfois, c'est des noms bien complets. Le prénom et le nom. Et par chance, il n'y en a pas 50 à Force. Clément Lenné, par exemple. Alors, on sait qui c'est ce garçon-là. Il y a des gens, c'est un peu plus difficile. Hein. Quand on dit c'est El Péchon, les surnoms, on peut suspecter qu'il est poissonnier, peut-être. Mais on est en pleine spéculation. Là,
il est peut-être extrêmement mince, on lui voit les arêtes et les nageoires, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a une partie des noms. Et sur la quarantaine de noms qu'on peut rassembler, il y en a près de la moitié qui sont des noms en clair, et il y a des noms dont on peut très raisonnablement penser que c'est M. X ou M. Y. Quand on a des noms, on peut aller voir les actes d'état civil, voir quand ils se sont mariés, quel métier ils avaient, quand ils ont leur premier enfant, quel métier ils avaient, et ainsi de suite, et quel métier ils avaient. Et donc, quand on a les métiers, on peut aller tester l'hypothèse du commerçant empêché. Parce que s'ils n'ont pas de métier qui les empêcherait le dimanche d'aller à la Saint-Feuillin, ça va mettre en mal quand même cette théorie pour laquelle il n'y a aucun support. Donc, ces actes d'état civil, c'est aux archives qu'on va les trouver. Après, comme dans tout puzzle, quand on n'est pas bien ordonné, il manque une pièce de temps en temps, mais ça n'empêche pas d'avoir une image de ce puzzle. C'est la cohérence qui indique l'image qu'on va avoir. Et avec cette cohérence, on peut parfois essayer d'espérer deviner quelle est l'image complète qu'il y a derrière ce puzzle. La structure du livre. Donc j'ai été bien appris, on dirait normalement. Je commence par une introduction. En fait, l'introduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire situer l'étude actuelle et situer ce livre-ci dans le reste de la littérature sur le patrimoine culturel et matériel, sur l'histoire de France, sur l'histoire des marches. Donc c'est situer un peu par rapport aux autres études, situer ce travail-ci. Vous êtes tous ici, je suis persuadé, pour tous ceux que je reconnais, des éminents spécialistes des marches de l'Entre-Centre-et-Meuse. Donc je ne vais pas, avec vous, faire des discussions sur la terminologie à employer. J'espère quand même que ce livre pourra être lu par des gens qui n'ont pas l'habitude de marcher systématiquement et donc qui ne sont pas familiers avec cette terminologie. Mais même dans ce cas-là, même ceux qui sont familiers, à point on parle de société alors qu'à force on parle de compagnie. Donc ça sert peut-être à se mettre d'accord sur les mots, sur la définition des mots qu'on va employer. Et c'est ce que je fais dans un deuxième chapitre. Et puis j'aborde les choses. Alors le costume, il n'a pas beaucoup changé depuis dans le temps. Il faut dire que les premières compagnies de marcheurs en 1830, ceux qui escortaient la procession, ils avaient déjà des sabots. Et bien les tchouchous, ils prennent des sabots. Or, dans les costumes, il y aura probablement beaucoup moins de pantalons blancs qu'aujourd'hui, parce que d'abord, il y avait beaucoup moins de réglementation. Et puis, je ne dis pas qu'il y avait plus ou moins de boue quand on était au Club de la Folie ou au Poach. Je ne dis pas qu'il y avait moins de boue, mais peut-être que les produits de lessive étaient moins efficaces, et donc on mettait moins de pantalons blancs qu'aujourd'hui. Et quand on voit sur les photos, c'est surtout des pantalons de toile bleu foncé, noir, pour autant qu'on puisse en juger sur une photo noir et blanc. L'itinéraire. Ah, l'itinéraire, ça c'est intéressant. Que les tchotchos, jusqu'en 1949, ils font tour à l'envers. Saint-Feuillin le fait dans le sous, le tour Saint-Feuillin le dimanche, on le fait dans le sens horlogique, et bien les tchotchos, ils font dans le sens anti-horlogique. Il faut quand même se demander pourquoi ils choisissent de le faire comme ça. Alors, je n'ai pas une réponse qui est écrite, je n'ai pas ces PV écrits sur des cartons de bière qui ont disparu. Mais on peut commencer à spéculer quand on a toute une série d'éléments comme ça. Le drapeau, alors sur une photo noir et blanc, évidemment, le drapeau, on ne sait pas dire grand-chose. Mais on a quand même la chance d'avoir dans cet article de 35 la description du drapeau. C'est un drapeau bleu. Alors aujourd'hui, le drapeau des tchotchos, il est rouge, mais à cette époque-là, il est bleu. Et il avait toute une série, enfin, il avait 3 médailles accrochées. Et dans ces médailles, il y a la médaille de la fête du cinquantenaire de l'indépendance, de 1880. Alors j'y reviendrai parce que là, ce sont 2 éléments importants. La musique, elle n'a pas tellement changé. Quand on compare les partitions, les anciennes partitions et celles d'aujourd'hui, c'est la même chose. À un détail près, il y a une introduction au clairon. Mais il faut dire qu'au début du XXe siècle, la plupart des compagnies de marcheurs
jouaient du clairon par moment. Donc il n'est pas surprenant que les Tchotchos aient eu aussi une intro au clairon. J'espère, cher Président, qu'on rejouera du clairon. Si j'ai bien compris, les musiciens sont tout près, donc ce n'est plus qu'une volonté politique, dirait l'autre, d'avancer et de faire jouer du clairon pour retrouver les traditions. C'est un espoir des compagnies aussi. Là, je voterai avec toi. On a une autre marque de fabrique chez les Tchotchos, c'est les Baudets et les généraux. Bon, dans le temps, c'était des colonels. On a une inflation des grades, maintenant c'est des généraux, à l'époque c'était des colonels. C'est quand même une marque de fabrique, hein, ça, les généraux. Il faut savoir aussi, si on compare par rapport aux marches de dans le temps, donc on a commencé avec des sarraux, qui étaient un peu près partout. Et puis, vers 1850, on a commencé à venir avec des costumes Premier Empire, dans les communes qui avaient de l'argent. Troyes, Châtelet, Force. Et on avait donc des officiers fiers, comme Artaban, défilant sur leurs fiers destriers, plumes au vent. C'était quand même beau, hein, ces gens-là qui paradaient. Eh bien, là, surtout, ils font juste l'inverse. On va sur son baudet. Calmement. On veut se moquer de ces fiers destriers et autres officiers. Les armes. Les tromblons sont les dernières armes entrées chez les Tchotchos en fin des années 70. Avant, c'était des fusils. Et avant, les Phosphores sont très fiers de parler de la Saint-Julien au Sacho en 1942, quand l'occupant allemand refuse que les marcheurs défilent en armes. Et le truc qu'on va quand même défiler, donc les Phosphores vont prendre des sachets qui vont gonfler et qui vont faire éclater au moment des décharges. Notez, ça on ne le dit pas souvent en force, mais ça existait dans d'autres compagnies. Hein. Il faut quand même, on ne le répétera pas trop, mais il faut quand même le savoir. Mais les Tchotchos, ils le faisaient bien avant. Ils l'ont fait jusque 1909. Jusque 1909, ils ne tiraient pas avec de la poudre noire, des fusils, ils tiraient avec des sachets. Si vous n'y voyez pas une certaine forme de dérision, je ne sais pas ce qu'il faut. L'ambulance. Ah, l'ambulance, c'est moins précis, en tout cas pour ses origines. C'était né juste après la guerre, au moment où les grenadiers vont tendre une embuscade, le mercredi, vont tendre une embuscade au Tchotchos, et cette embuscade va résulter en beaucoup de blessés, beaucoup. Il va falloir beaucoup soigner tous ces blessés. Et donc il faudra beaucoup de péquets pour soigner tous ces gens-là. Est-ce que c'est l'origine de la première ambulance? Je n'en sais rien. Je pense que personne n'en sait quelque chose. Sachez quand même qu'il y avait déjà, dans une compagnie du côté de Walcourt, début du siècle, je ne sais plus si c'est 1905 ou par là, il y avait déjà des compagnies avec une ambulance. Donc il n'est pas impossible que les Tchotchos aient eu une ambulance avant. Rien ne le dit, rien va dans un sens, rien va dans l'autre sens. En tout cas, à partir après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des ambulances qui sont d'abord tirées par des chevaux et maintenant tirées à bras d'homme. Pour leur petite histoire, il y en a même une qui aura servi de corbillard arabe avant de devenir une ambulance. Voilà. Tout ça est un peu détaillé. Le canon, ben là, le canon aussi, on est à la troisième version du canon. Quand est-ce qu'il naît? Peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, peut-être avant. En tout cas, la grande caractéristique du canon des Tchotchos, c'est de ne pas vouloir avoir un côté historique et de vouloir ressembler à un canon napoléonien. C'est un canon... ils ont quand même tous les trois des airs de famille, on peut voir sur les photos. Les cantinières, important chez les Tchotchos. Important. Je pense peut-être que c'est, n'est-ce pas, une des choses les plus importantes. Il faut savoir que chez les Tchotchos, les mercredis, on boit quand même, en moyenne, 1 litre de fine par homme. 1 litre de fine. Alors je ne dis pas qu'on en parle tous, moi je ne les bois pas. J'ai l'impression qu'on ne le croit pas, et pourtant, Christelle Woutu, tu peux témoigner que c'est vrai. Ah, merci. Vous voyez, je ne raconte pas de mais donc, les cantinières, vraiment importantes, et en plus, elles apportent un boulot de fou. Hein. Moi, j'ai déjà du mal à faire une fois le tour.
Elles vont marcher le dimanche, le lundi, le mardi, et elles font 3 fois facilement la distance que nous faisons, nous, les marcheurs, les hommes, je veux dire. Donc c'est un boulot de dingue et vachement utile. Il faut compter, ceci a des férus de stats, il faut compter à peu près une cantinière par peloton, par 30 hommes, c'est à peu près la règle. Bon, je consacre aussi un chapitre aux ressources financières des chochos. Les chochos, c'est leur devise, on en 20 personnes, on les met tout seul, on ne va pas chercher de outils. Le repas des chochos est aussi dans l'ADN. Le bedo, c'est ce qu'on sacré d'important pour les chochos. C'était déjà ce que Virou préparait en 1935 comme repas. On avait beau l'accuser d'avoir mis d'algat, non, sous-entendant, c'était pas rien que d'algat, hein, c'était de bouc un peu âgé, on l'accusait d'avoir mis. Non, c'était quand même du bédo, c'était de carabou de mouton. Bon, il se fait que maintenant, les gens sont de plus en plus biberonnés au McDonald's, et donc il n'y a plus qu'à peu près la moitié des marcheurs qui vont sur le bédo. S'il détend le local, je ne sais pas où il était avant 1935, en tout cas en 1935, à l'époque de 1935, à l'époque de Virou, c'était le café du Centenaire, et c'est resté très longtemps le local des chochos. Quand le café ferme, ben, le local va migrer d'estaminet en café, jamais une salle de sport. Ça ne sera jamais quand même un café de couleur politique catholique. Notez ça. Et je ne pense pas aux coïncidences, ça sera toujours un café qui aura une connotation socialiste ou libérale. Alors, quand ils sont créés, 1859, 1886, les chochos, ils doivent être une dizaine. Ils sont une 20-30 en 1920, ils sont 40 en 1935. Après la guerre, là, le nombre de marcheurs dans la compagnie va augmenter constamment et très fort pour arriver en 2019 à une compagnie de 300 personnes. 300 personnes, c'est plus difficile à gérer que quelques dizaines. Il faut pouvoir les nourrir, il faut pouvoir trouver un local. Donc tout ça demande de la gestion qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc la compagnie passe en ASBL. Je consacre également un chapitre aux médailles des chochos, celles qu'ils vont chercher quand ils auront été en délégation, quand ils auront participé à un anniversaire, mais également les médailles qu'ils distribuent. Je citerai quelques participants, quelques personnalités. Celle qui est la plus marquante pour moi en 1935, c'est Virou. Virou qui est le porte-poudre, qui va distribuer la poudre. C'est lui qui tue le mouton, c'est lui qui fait la cuisine, c'est lui qui tient le café ou sert le local. Alors, après avoir regardé la compagnie des chochos, entité par entité, comme je viens de vous dire, je regarde la compagnie selon un autre axe, l'axe de l'histoire. Et je vais commencer à le faire pour la période 1928-1935. Vous l'avez bien compris parce que c'est seulement là où on a des éléments tangents, matériels, la presse, la biblio, des témoignages avec des photos, quelques PV. C'est la période pour laquelle on a des éléments matériels qui permettent d'écrire l'histoire, sans trop se tromper. Et en ayant vu ce qu'était la période adulte, éventuellement adolescente de la compagnie, peut-être regarder ce qu'étaient les origines de la compagnie, et donc regarder un peu quel était le contexte sociopolitique à la naissance de la compagnie, et en particulier le conflit entre cléricaux et anticléricaux. Et je fais une fixation là-dessus. Au XIXe siècle, la Belgique n'est pas fracturée entre d'un côté les travailleurs et les patrons, comme on connaîtra au début du XXe siècle. La ligne de fracture en Belgique, au XIXe siècle, c'est entre les cléricaux, parti catholique, hein, je ne parle pas de confession, je parle de politique, hein, et les libéraux. Tout cela vient de l'ancien régime. Joseph II, d'Autriche, va prendre un certain nombre de réformes. Ceux qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, ça va donner les libéraux.
Et ceux qui trouvent qu'ils vont trop loin, ce sont les conservateurs, ça va être les catholiques. Alors, les libéraux et catholiques, tant qu'ils ont un ennemi commun, ben ça va. On va se mettre d'accord ensemble, on va travailler ensemble. Quand il s'agit de lutter contre Guillaume, le roi de Hollande, on est d'accord, on se met contre. Mais une fois qu'on a gagné son indépendance, qu'on a signé la paix avec la Hollande en 1839, jamais trahi que par les siens. Une fois que l'ennemi commun a disparu, eh bien, on peut commencer à s'engueuler joyeusement entre soi, hein, à défendre son précaré. Et c'est ce qui va se passer. Quand on voit en regardant un peu quelle est la situation gouvernementale en Belgique à partir de l'indépendance, eh bien, à partir de l'indépendance jusqu'au traité de paix avec la Hollande, on a des gouvernements qu'on appellera unionistes, donc libéraux et catholiques sont ensemble. Après, le parti libéral va se constituer, et là on n'a que des courants politiques. En 1844, les libéraux sentent que pour imposer leur idée, ils vont devoir se constituer en parti, ils le font, et ils gagnent les élections, et vont avoir, sauf pendant une petite période, ils vont avoir un gouvernement monocolore, libéral. Il y a quand même une petite alternance. Ils reprennent le pouvoir, et là, ça va être la guerre. Franchement, ça va être la période dure entre libéraux et catholiques. Les catholiques, ils comprennent aussi qu'ils doivent se mettre en parti, et donc, 1884, ils vont se constituer en parti. Les socialistes, le Parti ouvrier belge, POB, n'existe pas encore à ce moment-là. Le POB, lui, son leitmotiv, c'est de trouver des augmentations de salaire, c'est avoir le suffrage universel, c'est ça qui importe. Parce qu'on l'a pas, hein, à ce moment-là, on est toujours dans un système assez archaïque pour les élections. En effet, on est dans un système censitaire, quasiment sur tout le siècle. Il suffit de payer suffisamment de taxes pour pouvoir voter. En France, il y a 200, 250 électeurs sur la population, il y a un peu plus de 2000. Il y a 10% des gens qui votent, pas plus. Alors, ce sont évidemment les gens qui sont bien mis dans leurs papiers, hein, les bourgeois, on ne peut plus parler de noblesse, ce sont les propriétaires, donc c'est là toute la bourgeoisie qui va être au pouvoir. Bon, on est quand même dans un système qu'on sent bien qui va devoir changer. On va passer à un système capacitaire, c'est-à-dire que ceux qui ont un diplôme, ceux qui sont à un certain niveau dans l'administration pourront également voter. Puis on va passer à un système plural. On donnera une voix à certains, deux voix à d'autres, trois voix à une catégorie, une minorité, avant de passer en l'an 1900 au plural proportionnel. Proportionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le résultat des élections détermine proportionnellement le nombre d'élus. Jusque-là, on est au suffrage majoritaire. Celui qui rafle 50,1% des votes, il rafle tous les mandats. Donc, imaginez en poste, les libéraux gagnent 50,1%, et bien, ils ont la totalité des conseillers pour eux. Et les catholiques peuvent avoir fait 49,9%, ils n'ont rien. Imaginez que ça ne doit pas être facile pour eux, hein, les catholiques. Depuis 1830 jusqu'à 1936, plus d'un siècle, c'est une période où les libéraux vont être au pouvoir, avec éventuellement les socialistes en partenariat. Mais les catholiques n'ont pas accès. Ça doit quand même être frustrant de ne jamais pouvoir accéder à ce pouvoir. Il y a donc un grand moment qui est ici, vers 1879, quand les libéraux reprennent le pouvoir, où je dis, là on va avoir un gros conflit. Ils s'opposent sur quoi, les libéraux et les catholiques? Mais ils s'opposent par exemple sur des questions relatives à la bienfaisance. Comment est-on les indigents, les personnes sans ressources? Les catholiques sont partisans de l'aumône, alors que les libéraux sont partisans d'institutionnaliser le tout dans une
administrations, dans des systèmes, dans des régimes, soit communaux, soit nationaux. On vit encore un peu de cet héritage. C'est ça qui a donné la politique des piliers, qui est en train de s'estomper, mais qui s'estompe depuis très peu. Les enterrements civils. On n'imagine pas ce que ça pouvait être. Jusque 1830, et même un peu après, les cimetières sont des morceaux de terre qui entourent l'église. Et on enterre les gens, une grande majorité de catholiques romains. Il y aura bien quelques juifs. Mais bon, ça fait quand même 18 siècles qu'ils sont là. On va pas commencer à faire fort attention à eux. Hein. Donc ce sont surtout des catholiques qui sont là. Et on les enterre dans une terre dite consacrée. Ah oui, mais en 1830, il n'y a pas que les juifs qui vont commencer à avoir d'autres idées. Il va y avoir dans la bourgeoisie, ils ne sont pas légion, ils ne sont pas des 100 et des 1000, mais ils ont les moyens qui sont athées ou qui n'ont pas envie d'être enterrés à l'église et qui vont donc demander à être enterrés ailleurs. Alors ça va créer un tas de problèmes, parce qu'au lieu de les enterrer dans une terre consacrée, il va falloir changer les habitudes, et le clergé s'y oppose. Changer ses habitudes, ça veut dire enterrer les gens séquentiellement. On enterre quelqu'un juste à côté de celui qui est mort avant, et celui qui meurt après, on l'enterrera après. On ne va pas les mettre dans des lopins de terre différents. Imaginez que jusque-là, ce qu'on mettait à l'autre bout, c'est pas moi qui invente l'expression, on l'enterrait dans le trou au chien. Vous imaginez la violence des termes. Le trou au chien. Vous perdez un être cher, éventuellement un enfant, et parce que vous ne voulez pas être enterré à l'église, on va vous enterrer, on va enterrer votre enfant dans le trou au chien. Donc on est là dans... Je ne suis pas en train de faire l'apologie, on a oublié tout ça. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'était pas dans une époque où tout était beau et tout était rose. Quand on n'était pas d'accord, et on pouvait presque se haïr. Pas tout le monde se haïssait, mais on pouvait quand même avoir des conflits extrêmement vifs d'un côté comme de l'autre. Alors bien sûr, il y a la tentation d'imposer les revenus des congrégations, ça c'est très naturel, et ça ne plaisait pas aux congrégations religieuses, vous l'imaginez bien. Le gros problème qu'il y a eu entre les libéraux et les catholiques, c'est un problème lié à l'enseignement. En 1830, dans la Constitution, on écrit liberté. Et tout le monde est d'accord, liberté est chouette. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on ne dit pas ce que ça veut dire, liberté pour les uns et pour les autres. Pour l'Église, c'était la liberté d'enseigner, lui, et de prendre les élèves où il voulait, de les avoir chez lui dans son école. Les libéraux, c'était pas ça. La liberté, c'était la liberté d'avoir les enfants soustraits à l'enseignement catholique. Donc c'est quand même diamétralement opposé. On était d'accord sur les thèmes, mais on n'était pas d'accord sur la façon de faire les choses. Et en 1879, Wallenberg va occuper le ministère de l'Éducation. C'est le premier ministère de l'Éducation qui est en Belgique. On n'en parle pas avant. Juste pour vous situer un peu l'époque, c'est pas si vieux que ça, quoi. Hein, ça 150 ans. On a le premier ministère de l'Éducation en ce moment-là. Et Wallenberg, qui est un libéral, franc-maçon, va faire voter une loi que les catholiques vont appeler la loi de malheur. Dans cette loi, qu'est-ce qu'on dit? Mais on dit qu'il va falloir que chaque commune ait son église communale, son église officielle. La plupart du temps, ça sera communal. Je parle des églises, pardon, des écoles. À la chose que Freud aurait peut-être pu. Les écoles communales, c'est des écoles primaires. Nous pourrons enseigner dans ces écoles que des instituteurs qui sont sortis des écoles normales de l'État. Existent ceux qui sortent des écoles catholiques. Alors, évidemment. Et on ne pourra pas enseigner la religion. Les cours de religion existent. S'il y a des parents qui sont intéressés, ils peuvent le demander. On fera, en dehors des heures des cours, pour ceux qui le demandent, des cours de religion. Vous imaginez bien que les catholiques ne sont pas très heureux de la chose. Les évêques vont monter aux barricades très vite. Ils vont dire, si c'est comme ça, on va créer, nous, nos écoles. Il va falloir mettre de l'argent, on va récolter des sommes. On va vivre une éclosion d'écoles comme on n'a jamais vu dans le pays. Les parents qui continuent à mettre leurs enfants dans les écoles officielles, ils ne pourront plus avoir de sacrement. Les enseignants qui continuent à enseigner dans ces écoles officielles ne pourront plus avoir de sacrement. C'est comme ça
qu'à force va se créer l'école Saint-Feuillin, et que l'allemand qui enseignait à l'école moyenne va aller, malgré une réduction de salaire non négligeable, il va aller enseigner à l'école Saint-Feuillin. Donc, on a là des tiraillements qui sont extrêmement forts. Et tout ça va aboutir, parce que c'est les évêques qui sont le curé de paroisse, ils seraient peut-être encore prêts à se laisser faire. Les évêques ont parfois des positions beaucoup plus dures que le pape, et qui va emmener la Belgique à rompre les relations diplomatiques avec le Vatican en 1880. On en est là. Et en 1880, c'est la fête du cinquantenaire, et les évêques disent, nous, on ne fait rien avec un État qui nous fait un enfant dans le dos comme ça, avec cette loi sur l'enseignement. On ne participe pas. À force, on va demander au curé pour avoir un peu de matériel à prêter pour faire la fête. Le curé demande à l'évêque et il dit, non, 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 on ne participe à rien. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie de ce moment-là, mais vous comprenez que quand il y a une médaille accrochée au drapeau des Tchotchos, médaille relative au cinquantenaire de l'indépendance, c'est peut-être un signe. C'est pas l'évêque qui est venu l'accrocher à ce drapeau. Certainement pas. Et tout ça, ça se passe en 1879-1880. Et la fosse, eh bien, c'est la création en 1879 de l'école Saint-Feuillin. C'est la création du journal Le Messager de Faust. C'est la scission des harmonies. Partout, il y aura beaucoup d'harmonies. Par exemple, à Hainaut, il y aura l'harmonie catholique et l'harmonie socialiste. Eh bien, en force, la philharmonique qui est créée, suivant un point de référence en 1842-1844, qui est présidée par des libéraux, Winson, Rosin, eh bien, en 1879, il y a Oscar Genard, catholique, qui débarque et qui dit, moi je forme l'harmonie Saint-Feuillin. Et comme son nom l'indique, c'est une harmonie catholique. Qui vont se détester, les deux vont se détester jusqu'après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, bon, les gens commencent à devenir raisonnables, ça va commencer à être beaucoup plus doux, et après la guerre, on fusionnera les deux harmonies. 1879, c'est l'année de création des Congolais. Et les Tchotchos, ils naissent, eux, entre 1879 et 1886. C'est donc une année, 1879-1880, c'est une année charnière dans l'histoire de la Belgique, mais aussi de France. Ces conflits, eh bien, d'un côté, il y a le clergé qui va défendre la position de l'Église, et puis de l'autre côté, il y a les marcheurs qui sont peut-être pas aussi catholiques que le pape, surtout quand il s'agit de faire la fête, on aime bien dire faire la fête, même si on est croyant. Et donc, il va y avoir des tensions entre les deux. Et ça va faire des conflits dans une vingtaine, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, dans le livre, je recense et je documente des conflits dans une vingtaine de localités de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Des conflits entre le clergé et les marcheurs. Parfois, c'est même l'évêque qui veut purement et simplement interdire la marche. Livre à notre réflexion, simplement deux morceaux de presse. La Gazette de Charleroi, qui est libérale, écrit en 1902, en parlant des marcheurs, il dit « N'allez pas croire que ces gens accomplissent le tour par dévotion. On les voit jucher sur des voitures, des chars, des carrioles, chantant des airs profanes. » Bon, je crois que vous l'avez vu comme moi, c'est encore à peu près la même chose au début du XXIe siècle. Et vers l'avenir, un peu plus tard, écrit, sujet de ces marches, cette procession est une kermesse en même temps qu'une fête religieuse. Elle consacre le double besoin que l'homme éprouve comme être spirituel et matériel. Donc même un journal catholique comme Vers l'avenir ne nie pas cette dualité entre le côté religieux et le côté festif. Je parle donc pour les origines de la compagnie. Je fais donc l'analyse du contexte sociopolitique de la compagnie, de la naissance de la compagnie, avec un point d'orgue sur les problèmes entre le clergé et les marcheurs et la politisation des différentes compagnies. Puis il y a un chapitre, je l'ai dit, j'ai 40 noms, 1928, 1935, des noms qui sont plus ou moins clairement exprimés, pour la moitié, et d'autres sur lesquels on peut spéculer.
et ce qui permet de discuter de l'origine des Tchotchos, puisqu'avec ces noms, les actes d'état civil, j'ai les réflexions. Je peux donc discuter du bien fondé de la théorie du commerçant empêché. Je suis désolé, la théorie du commerçant empêché. Elle ne tient pas la route. La moitié des gens recensés, on peut faire une étude statistique, hein, est-ce que c'est représentatif ou pas, oui, on peut le faire, mais relativement, non. Je pense que la moitié des gens qui sont identifiés, eh bien, non seulement ils marchent comme Tchotcho, mais ils marchent aussi le dimanche de Saint-Frédéric. C'est pas donc parce qu'ils sont empêchés de marcher le dimanche qu'ils marchent le mercredi. Non. En Montfortois, ils marchent les deux toujours. Ils s'amusent les deux. Bon, ben, on va bien. Vous allez me dire, bah, oui, mais Luc vient de nous faire une description apocalyptique des relations entre les cléricaux et les anticléricaux. Mais c'est dantesque. On ne vit plus ça maintenant. Ben non, on ne vit plus ça, heureusement. Hein. Et qu'est-ce qui a changé? Ben, là aussi, je n'ai pas de PV. J'ai une hypothèse, peut-être une thèse, c'est que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les gens se rendent compte qu'ils viennent d'éviter la Gestapo, ils viennent d'éviter les camps de concentration, les camps de prisonniers. Ils sont encore vivants et ils peuvent commencer à remanger tout doucement à leur faim. Et donc ils sont en train de dire, ouf, on va quand même arrêter de s'engueuler pour des cerises ou pour des sujets qui n'en valent pas la peine. Le vrai sujet, c'est de pouvoir vivre. On vient d'échapper, on peut survivre, c'est ça qui est important. Si je fais cette hypothèse-là, je ne la fais pas simplement sur un nuage, c'est quand même ça qui donne naissance au courant littéraire existentialisme, c'est à la sortie de la guerre, le fait de prendre conscience qu'on existe, ça change l'appréhension des gens, ça change la façon de voir des gens. Et je pense qu'à partir du moment où on sort de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien on se dit ça va, on va faire la paix, il suffit juste de trouver un discours lisse où on ne va pas ressasser des trucs du passé, et faisons la fête. Le commerçant empêché, c'est un beau discours, tout le monde est content. Allez, on vous sert à toutes les choses, et ça permet de sortir la tête et de faire la fête. Au moment où j'allais terminer le livre, je tombe sur un dernier point qui me semble intéressant, que personne n'avait vu jusque-là, je n'ai pas de mérite, c'est le hasard qui fait que je tombe dessus. Dans le Messager de Force, c'est pas un article, c'est le programme des fêtes communales de Force, donc c'est payé par l'administration communale, et le Messager ne change pas une ligne, ne change pas une virgule, il publie selon l'idée publiée et qu'on paye pour. Eh bien, il y a là des Tchotchos. Vous allez dire, ça ne s'écrit pas de la même façon. Le wallon, les règles d'écriture du wallon, ça change très souvent, et surtout à cette époque où on n'avait pas encore eu Feller qui avait réglementé l'orthographe au wallon. Eh bien, ces Tchotchos, donc, ils sont là, en train de jouer à la balle, à la flèche. C'est pas une marche. Alors, je n'ai pas la preuve de ce que je dis, je n'ai pas la preuve formelle. Mais on a quand même une proximité géographique, une proximité temporelle qui me laisse penser que ces Tchotchos qui jouent à la balle, c'est les mêmes Tchotchos que ceux qui sont nos pères, ceux qui ont donné naissance à la compagnie des Tchotchos. C'est pas si rare que ça de voir des gens, encore aujourd'hui, de compagnie, qui décident de faire une activité, je ne sais pas, les Congolais, vous n'allez pas de temps en temps au resto, faire des trucs comme ça. Non, jamais. Non, mais j'ai choisi de mauvais coup. Édouard, non, allez, sérieusement, dans toutes les compagnies, il y a bien des activités comme ça qui se créent. Ce sont des amusettes. Admettons quand même qu'ils ne peuvent pas les s'amuser à jouer à la balle. Ça me permet de dresser un peu une carte d'identité de cette compagnie des Tchotchos. Elle naît en 1879, ou plus probablement en 1886. C'est une omerta, puisque 28-35, je vous jure, si vous voulez enterrer quelqu'un, la meilleure façon,
c'est de ne jamais en parler. Ignorez-le, taisez-le, taisez son nom. Il n'existera plus. C'est emmerdant, ça sert à ça. On n'aime pas, au courant des tchotchos qui ont peur mur, eh bien on n'en parle pas. Surtout pas. Et comme ça, il n'existera pas. Le premier drapeau, il est bleu. Je dis, c'est libéral. Pourquoi? Je vous ai déjà dit l'histoire des fraudes électorales dans les années 1870. Ben, à ce moment-là, il n'y avait pas de bulletin de vote préimprimé. On appelait les quelques électeurs, on est en vote censitaire en foule, on les appelait à tel local pour tel dimanche. Je ne sais toujours pas comment on savait qui était candidat. J'imagine qu'on disait, bon, et Arthur, il est candidat. Jules aussi, non, Étienne, il n'est pas candidat, lui. Et alors, chacun prenait sa plus belle plume sur sa page blanche et écrivait le nom des gens pour qui il votait. Alors, bien sûr, si on signait Lulu de la Belle Futée, bon, on savait qui c'était, et on déclarait le bulletin nul. Mais même si on ne signait pas, on savait quand même savoir qui avait fait. Donc, il y avait beaucoup de fraudes. Et on a décidé de régler ce problème-là en employant des bulletins préimprimés. Il y a déjà une chose. Tout le monde ne sait pas lire et écrire facilement. Donc on va mettre une couleur. Alors très vite, on choisit le bleu pour les libéraux. Il faudra plusieurs mois pour choisir la couleur des catholiques. Ça sera rouge carmin. Ça discute, c'est noir, c'est jaune, mais non jaune, c'est le Vatican, on ne veut pas. Ça prend plusieurs mois pour les catholiques. Bon, finalement, ils se mettent d'accord. Et le bleu, c'est libéral. Aujourd'hui encore, les héritiers du Parti libéral, c'est toujours bleu. Hein. Donc quand on se balade avec un drapeau bleu, j'imaginais à un moment donné une connotation franc-maçon, non, c'est le Parti libéral. Quand il y a comme j'ai écrit la presse, une nuée de drapeaux bleus qui viennent empêcher la procession de sortir de l'église de Vitrival, c'est parce que les libéraux ont décidé qu'on ne faisait pas de procession ce jour-là. Quand il y a quelques drapeaux bleus qui vont empêcher l'harmonie Saint-Feuillin de jouer un jour de Saint-Feuillin, c'est des libéraux, hein, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, un drapeau bleu, c'est pas anodin. La médaille du cinquantenaire, c'est pas anodin. Tirer des salves avec des sachets en papier, personne ne les empêchait, puisque dans Saint-Feuillin, on tirait avec des mousquets. S'ils le font, c'est un peu par dérision. Tourner le dos à la collégiale, comme ils le font jusqu'en 1935, je sais qu'il y a une explication qui est de dire qu'il tournait le dos pour expliquer à M. Feuillin qu'il n'était pas content d'avoir été sorti du dimanche. Moi, je veux bien, mais quand on rend les hommages à quelqu'un, quand on lui dit merci, on le regarde, on ne lui tourne pas le dos, ça n'a pas de sens. Faire le tour à l'envers jusqu'à 49. En 1935, quand on fait le tour Saint-Feuillin, il faut abattre les clôtures. C'est fait pour le tour Saint-Feuillin. Et en 1935, entre le dimanche et le lundi, les fermiers avaient remis toutes les clôtures, empêchant les tchotchos de passer. C'est pas un problème. On les a accusés, ces tchotchos, d'aller tirer sur la statue de Saint-Feuillin, qui est au-dessus de l'entrée de la collégiale. Statue qui maintenant est à regard. Celle qui est maintenant sur la collégiale, c'est une statue qui a été offerte en 1926 par Claude Francifini. Et c'est vrai que celle qui est à regard, elle est émaillée de différents bouts. Bon, il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Hein. Ils auraient tiré sur cette statue avant 1936, et en même temps, ils pourraient lui tirer en tournant le dos, peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Hein. Bon. On n'accuse jamais que les gens qui ont le moyen d'être accusés. Les généraux qui montent à Baudet, c'est quand même aussi une façon de se moquer. Et tous ces tchotchos de 28 et 35 qui sont pour la plupart des gens qui sortent déjà à Saint-Feuillin. Il faut quand même reconnaître que cet alignement d'éléments, même si je n'ai pas un procès verbal sur papier ministre timbré me disant que c'est la dérision, tous les éléments qui sont là, ça nous dit quand même que ces tchotchos, c'était l'esprit wallon. C'est l'autodérision. On se moque de soi, on se moque de Saint-Feuillin, on se moque de la marque, on se moque de soi. C'est l'esprit
de dérision qui prévaut dans les Tchotchos. Et quand j'ai fini ça, encore après, je trouve une autre publication de la région wallonne où il y a des historiens, beaucoup plus sérieusement aussi, qui disent c'est par un cri anticlérical qu'au XIXe siècle, les Tchotchos sont créés. Bon. Ceux-là, ces historiens de la région wallonne, ils ne mettent pas une seule référence, ils ne disent pas où ils tirent leurs informations. Moi, je le mets, j'ai au moins ce mérite-là, même s'il arrive à la même conclusion. Mais le tome 2, c'est un peu ce que je viens de vous raconter, mais avec tous les détails. Et on ne va pas les faire, parce que sinon on est parti jusqu'à dimanche, et moi j'en entends qui me lance dans ce tome 2, je mets aussi un chapitre pour Clément Patrice. Clément Patrice, dont la famille vient de Fleurus, il épouse Catherine Biot, qui mourra quelques années plus tard. Une particularité de Clément Patrice, son frère va être assassiné à Tamine en août 14 par les troupes allemandes, donc le massacre de août 14. Il y a tout un chapitre très détaillé avec tous les noms des gens, leur métier, quand ils sont nés, avec qui ils se sont mariés. Et dans les Tchotchos, il y a quelqu'un pour qui j'ai une grande sympathie. C'est Juliette Tocqueville-Pierre. Juliette Tocqueville-Pierre, c'est finalement Juliette Bernard. Juliette Bernard, elle tenait un cabaret sur la place de la Gare. Et, comme on montre la photo, elle était cantinière chez les Tonnerres. Comme quoi on peut tenir un cabaret et quand même marcher le dimanche de Saint-Denis. Non seulement elle marchait le dimanche, mais elle marchait aussi avec les Tchotchos le mercredi. Et Juliette Bernard, elle est arrêtée par la Gestapo en 1943, et elle sera assassinée à Ravensbrück en 1944, donc on ne viendra pas. Il y a un autre point important avec Juliette Bernard. Son mari, c'est Henri Stamp. Henri Stamp, qui est le sénateur, conseiller communiste de Fos. Or, à cette époque-là, vous connaîtrez avec moi que communiste, ce n'est pas nécessairement être très proche du clergé. Hein? On fait dire un certain nombre de choses dans les bonnes, peut-être dans la réalité, ça ne se passait pas tout à fait comme ça. Et donc, je trouve, avec Juliette Tocqueville-Pierre, je trouve là quelqu'un qui illustre bien qu'est-ce que c'était les Tchotchos, cantinières, commerçants, cantinières chez les grenadiers, chez les Tchotchos, et d'un courant politique qui n'était pas nécessairement très délicat. Il y a un nom intéressant et qui est probablement dans la première génération de Tchotchos, donc 79 ou 86, c'est Maurice Kram. Kram, c'est quand même un patronyme important en poste. On va le trouver dans toutes les activités folkloriques. Sauf au final, le marcheur, il est là. Et bien, il est aussi, je ne sais pas s'il est dans la toute première génération, mais il est en tout cas très proche des premiers Tchotchos. Et donc, de là, je tire la conclusion, la théorie que nous connaissons chez aujourd'hui, les anticléricaux, c'est peut-être pas. Il y a un chapitre également dédié à Félix Poulet, dit Félix Poulet, qui était tambour chez les Tchotchos, mais aussi chez les Congolais. Il y a un chapitre dédié au conflit entre les clercs et la marche. Jules Français Chiny, pourquoi? Parce que j'ai eu à un moment donné le sentiment que cet homme-là devait être pas loin de la création des Tchotchos. Je me suis planté, bon, il n'a rien à voir avec les Tchotchos. Enfin, il n'a rien fait pour. Jules Français Chiny, il est quand même bourgmestre en ce moment. Et avec son collège libéral, là, il y a des conseillers libéraux autour de lui, il va quand même mettre en place une politique assez anticléricale, notamment vis-à-vis de la Saint-Feuillin. Si on suit, et je reprends les comptes, si on suit les comptes communaux de l'époque de la deuxième moitié du XIXe siècle, on peut voir qu'est-ce qui est dépensé, notamment pour la Saint-Feuillin, pour les fêtes et pour la musique et le festival de musique. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que, ouais, Saint-Feuillin, on subsidie, et puis on subsidie. À la fin du siècle, il n'y a quasiment plus rien. Alors que dans ce temps-là, les fêtes, c'est un terme de croissance. Donc, le pouvoir communal, il est quand même assez anticlérical. Alors, Jules Français Chiny, il a aussi une autre caractéristique. Il est franc-maçon. Il est franc-maçon à la loge d'amitié à Namur. Et là, il y a un autre. Ben, il y a une vingtaine de François qui vont là. Et il y a un autre dont on ne parle pas souvent. C'est Morlaix. Morlaix, il succède à Louis Canivet. Donc Louis Canivet, il vient
avec sa baguette de chef de musique sous le bras, et il vient composer les 4 airs de Chinelle en 1864, et quand il a fini, un an après, il s'en va, et c'est Morlaix qui prend sa succession. Morlaix, il est professeur à l'école moyenne. Et Morlaix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la provoque. Alors, en plein, il va aller brûler des images saintes en public. La loge, qui est à Namur, va devoir exfiltrer Morlaix. Je ne sais pas si vous vous rappelez les incidents très modernes où on a brûlé des images du prophète de mémoire à Stockholm. L'ambassade suédoise a été incendiée. On a vécu en force des machins qui y ressemblent. Le Morlaix en question, on a donc dû l'exfiltrer pour qu'il aille enseigner dans le Bourguignage. Puis son fils va aller en Anvers. Ben, il n'a plus aucun contact réellement avec Faust. Ce que je veux dire, c'est qu'on était dans une période, c'était chaud. Hein. On n'était pas là pour rigoler hein, quand on se bagarrait. Je crois aussi dans un chapitre, un interview où on va retrouver Francis Rigeot, Yvon Daff, Bernard Bock, qui sont interviewés par Radio 7 en 1984, donc il y a toute la transcription. Et je termine avec tout ce que j'ai pu trouver, articles de presse au sujet des Tchotchos, et je reprends toutes les transcriptions de tous ces articles. Ce qui donne donc 2 tomes, le premier qui fait près de 200 pages, le troisième qui fait un peu plus de 50 pages, avec plus de 240 photos et quelques figures. Alors je sais bien que ça va embêter Freddy. Freddy, j'ai mis plus de 2000 notes de bas de page, je n'étais pas obligé de les lire. C'est pas grave. Les notes de bas de page servent uniquement à donner les références. Je suis très embêté quand je lis, surtout en France ou dans beaucoup de bouquins d'histoire locale, on ne dit pas où on a trouvé les choses. Alors je me suis peut-être trompé, mais en tout cas j'ai dit où j'avais été chercher l'information, et celui qui voudra me critiquer, il faudra qu'il trouve une autre source. Bon entendeur. C'est donc une monographie. Les points forts, si je peux me permettre, ben, évidemment, c'est de parler des Tchotchos, parce que bon, aujourd'hui je ne vous ai pas parlé que des Tchotchos, mais c'est quand même l'axe principal, c'est les Tchotchos. Et c'est même le seul ouvrage dédié aux Tchotchos. Alors pour ça, ben, j'ai une analyse détaillée du contexte socio-politique, j'ai une présentation inédite parce que ça n'a jamais été fait. On a beaucoup parlé des histoires de l'Ancien Régime. Chaque hérisse va jusqu'à 1850, mais l'histoire de force fin du 19e, début du 20e, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. L'influence du conflit clérico-anticlérico et la présentation inédite de tous ces conflits rassemblés, les conflits entre marcheurs et clergés, je pense que ça n'existait pas. Derrière ces Tchotchos, je suis moi-même une amusette, je suis moi-même un fan des Tchotchos, j'aime bien. J'ai quand même essayé de temps en temps d'être un peu sérieux et d'aborder des côtés un peu plus sérieux. Alors je vous dis, les Tchotchos, c'est des amusettes, et je termine avec ça, sauf si vous me dites que vous en avez assez, j'en reste là. Donc, vous voulez quand même une anecdote sur les Tchotchos, c'est des amusettes, donc ils ne peuvent pas s'empêcher d'en faire quelques-unes. Et il y en a une que j'aime bien, c'est une qui se déroule en 1935, on va ils sont 30-40, et ils se lèvent, enfin, une poignée de Tchotchos qui se lèvent sur le coup de minuit, ils sortent vers minuit, 1h du matin, le jour du mercredi. Hein. La journée va être longue. Hey, rien n'arrête un Tchotcho, c'est pas. Donc ici, bon, ils se lèvent et ils vont faire le tour du café, évidemment, ça donne soif de marché, mais aussi des officiers. Et alors tout est prétexte à amende, évidemment. Si on arrive chez un officier qui dort, il a une amende pour dormir alors qu'il y a mieux à faire. Et s'il est réveillé, il a une amende parce qu'il est cassé en même temps qu'il a dormi avec sa femme. Et donc, évidemment, c'est un prétexte simplement à mettre des amendes à tous les coups. En sachant que les amendes chez les Tchotchos, ça se paye en liquide, évidemment. Fait qu'oblige. Et en 2022, on trouvait sympa cette idée de patrouille, du bon, on va faire aussi fort qu'eux, on ne va pas se lever à minuit, pour être raisonnable, on partira un peu plus tard, 5 h du matin. Et donc en 2022,
Je lance ça par mon peloton, et bon, comme c'est des amusettes aussi, ils sont d'accord, on y va. On passe d'abord chez Richard, mais il y avait quelqu'un qui avait vendu la mèche, donc il était déjà sur le pied de guerre, il nous attendait. Et puis on va ailleurs. Alors, la maison, il y a sur le côté, il y a la porte d'entrée. On va à la porte d'entrée pendant que tout le peloton reste derrière et regarde leur officier qui est en train. Je sens. Il va y avoir beaucoup d'activités dans la maison. Je sens, il ressent. À un moment donné, il y a Gilles, mon fils, que vous avez vu tout à l'heure, qui se lève et il va, mais moi je ne le vois pas très bien parce qu'il y a un petit redon à la maison. Il s'en va devant la passage, où je comprends qu'il y a une grande fenêtre. Je suis un peu sourd, donc je n'entends pas ce qui se dit. Et avec le redon, je ne vois pas ce qui se fait. Je vois simplement les autres qui sont en train de passer un bon moment, une souris qui rit, visiblement, malgré la noirceur de la nuit, je le vois bien qu'il s'ennuie plus. Et pendant ce temps-là, lui, il est là. Et puis je vois faire un petit tour et il s'en va. Je dis, oh, quel couillon. On est venu là pour faire une blague et il n'ose même pas aller jusqu'au bout de la blague. Et il s'en va, le lâche. Et donc, il est reparti, je ressens, mais il n'y a toujours rien. Jusqu'au moment où je dis, bon, il y avait quelque chose à la fenêtre, donc je vais à la fenêtre. On le frappe. Je n'entends pas, j'entends qu'il y a un petit brouhaha. Il y a des gens qui essayent de me dire quelque chose, mais je ne comprends rien. Je trouve un peu sourd. Et donc, je frappe à la fenêtre, et puis finalement, il y a une dame. Et je me dis, à sa place, je ne devrais pas être aussi. Elle dit, non, le monsieur n'habite plus ici. Je voudrais dire que pendant quelques secondes, au moins, je me suis senti un peu con. Je vous remercie pour votre attention. Je veux remercier Paulette Jacquemin en particulier parce que j'ai pu acquérir auprès de Paulette une grande partie de ses photographies, de ce qu'elle avait comme document. Alors c'est devenu ma collection, mais je n'oublie pas que c'est d'abord la collection de Paulette et de Yvon Daff, c'est eux qui l'ont constituée. Et ça m'a hautement aidé pour faire ça. Il y a un tas de gens, je ne vais pas citer tout leur nom, qui, soit par un petit mot, je vais laisser ça pendant les questions et réponses, comme ça vous pouvez les lire. Il y a soit par un petit mot, soit par de longues conversations m'ont aidé, ont contribué à l'écriture de ce livre. Je veux les remercier pour ce qu'ils ont apporté. Je veux remercier Benoît Bonneray, qui a l'habitude de traîner son objectif d'appareil photo un peu partout dans le monde de Corinne François. Et en particulier ici, grâce à lui, chaque chapitre est éclairé, agrémenté d'une photo contemporaine de Giorgio. Alors il y a toute une série de gens qui ont eu la gentillesse de relire, parce que je fais beaucoup de fautes quand j'écris. C'est pour ça que quand j'écris à la main, je suis lisible comme ça, par exemple. Mais à la machine, ça, on les voit. En particulier, Sophie Canard, que j'ai donc pu instruire d'une partie de la richesse du folklore français, c'est général. Étienne Drèze, qui a eu la gentillesse non seulement de tout lire, mais d'apporter des choses en plus. D'autres qui ont lu plus ou moins. Je vais dire un grand merci à Bernard Metel, il n'est pas là, il est en vacances, il a bien froid, sous d'autres latitudes, il fait meilleur là où il est qu'ici. Je vais dire merci parce que il a été sensible et réceptif quand j'ai essayé de le convaincre de créer une collection de livres qui traitent du patrimoine culturel françois. J'ai la chance d'être le premier à être édité dans ce cadre-là. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'espère que les chemins qui suivront auront l'idée de continuer cette politique-là. Sérieusement, on a à force un patrimoine culturel et matériel d'une richesse inestimable. Jean Romain disait lui-même que François n'était pas conscient de ça. Je pense que c'est vrai. Il faut en être conscient, il faut le mettre en valeur. Et pour cela, une des façons de faire, c'est d'écrire et c'est de publier. Et finalement, je ne les ai pas tous connus. Je voudrais remercier
ces chochos de la première heure, ceux qui ont créé la compagnie, ceux qui font en sorte qu'on peut marcher encore aujourd'hui, ceux qui ont fait vivre cette compagnie. Et parmi ceux-là, j'ai une pensée plus personnelle et plus émue à l'attention de mon beau-père et de son fidèle compagnon Roland Michaud. C'est eux qui m'ont introduit au sein des chochos et pour moi ça veut dire beaucoup. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce monde que j'adore. Merci beaucoup pour votre attention. Jean-Pierre, qui est dans l'ombre, et c'est pour ça que je ne le voyais pas et qu'il ne venait pas à l'esprit. Jean-Pierre qui est aux manettes techniques, je ne dis rien que. Mais il fait beaucoup et c'est grâce à lui que ça se passe. Un femme qui pince, qui te m'amuse, VC, pardon, le Starforce, c'est VC. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions maintenant ou si j'en pose une pour commencer. N'hésitez pas, je me méfie de ces questions, je préfère les vôtres. J'en ai deux pour dire, mais la dernière, je la réserve pour après. Moi, je me demandais, ben, c'est vrai que tu as dit toi-même que les chochos, ils ont l'esprit wallon, mais les marcheurs aussi ont l'esprit wallon. On a vu qu'il y a des gens qui continuent la fête simplement. Est-ce qu'on pourrait déduire des chochos qui sont toujours en activité maintenant, de la création des chochos, est-ce qu'on pourrait déduire que les marcheurs forçois de la Saint-Félien ont toujours été très sérieux, très catholiques, très pratiquants? Personnellement, je n'oserais pas aller jusque-là. Mais c'est vrai partout, quoi. C'est pas pour rien qu'on relève une vingtaine de localités dans notre centre-Meuse où il y a des problèmes. Une marche, c'est quelque part un peu consubstantiel avec l'alcool. Chez les chochos, c'est poussé à un degré qu'on voit ailleurs, d'accord, mais c'est quand même vrai partout. Et qu'est-ce que le clergé reproche le plus au XIXe siècle à ces marcheurs? C'est finalement de boire beaucoup trop. Parce qu'une fois qu'ils ont bu, ils oublient pourquoi ils étaient censés être là. Et alors c'est tout et n'importe quoi. C'est ça qui crée à un moment donné la dichotomie, les conflits. C'est parce qu'on n'est pas là pour faire la même chose. Donc, je n'aime pas l'idée de penser qu'on est fait autrement ici qu'ailleurs. On a grosso modo à peu près le même nombre de mains, de pieds, le même nombre de chromosomes. Donc il n'y a pas de raison que ici ça ait été différent de ce qu'il y avait ailleurs dans notre conservatoire. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, je m'en vais lire les 600 pages et je reviens après, mais... Une réflexion. Ah, attends. Non, ça va. Ah ben si, non, mais je vois que le drapeau de cette initiative est bleu. Vous êtes encore maintenant anticlérical. Ah, est-ce quelle est l'équipe du syndicat d'initiative? Voilà. Le président. Tu auras du mal de faire côté. Vous avez une petite réflexion aussi. Je pense que si au lieu de la goutte qu'on voit les chochos, on mettait de l'orval dans les tonneaux, je pense qu'on se rapprocherait un petit peu à l'heure actuelle du clergé fossois. Merci dans tes notes, Willy. Je ne suis pas certain qu'au sein de la compagnie, il y en ait pas qui prennent le péquet, la fine et aussi l'orval. Je voudrais quand même corriger la vue des chochos qui boivent beaucoup. Moi, je voudrais quand même dire que les chochos ne boivent pas plus que les autres marcheurs. La différence, c'est qu'ils boivent tous sur un jour et les autres sur une semaine.